nous sommes bloqués en diaspora. Par exemple, moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus de passeport. Ça fait 7 ans pratiquement que je suis en exil. Il y en a qui sont en exil, ça fait 30 ans. Vous croyez que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont encore à perdre? Quand certains n'ont même plus moyen de travailler parce que leur passeport a été confisqué par des gens les dirigeants qui sont ici dans des ambassades. Vous croyez vraiment que ça fait plaisir cela? Pour la plupart ici, nous n'avons pas faim. Nous avons tous un domicile au moins. On a un travail, on a le minimum qu'il faut. On a l'assurance maladie, on a tout le reste. Mais nous nous battons parce que nous voulons qu'il y ait des mêmes choses, des mêmes conditions dans notre pays, le Cameroun, et que ça profite à tout le monde et non à ceux-là qui nous mentent, comme le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui a dit que le Cameroun avait les meilleurs plateaux techniques et qui, lui, ne se soigne jamais au Cameroun, se soigne à l'étranger ainsi que les membres de sa famille. Et tout le gouvernement camerounais fonctionne de la même façon. Mais si vous avez construit les hôpitaux de référence au Cameroun, pourquoi vous ne vous soignez pas dans ce pays? Pourquoi vous venez vous soigner en Occident alors que vous aurez pu faire mieux dans votre pays ou sinon pareil dans votre pays? Maître Ansikati, merci d'accepter cette entrevue à partir d'Ottawa. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonjour, monsieur Jean Solaire. Merci. Je vous écoute pour la suite. Eh bien, vous êtes sur la plateforme Écho du Territoire, c'est sur YouTube. Vous êtes l'auteur de Folie et calvaire des migrants. C'est un ouvrage que vous avez commis en décembre 2020. On en parlera tout à l'heure. Je voudrais quand même signaler d'avance que vous êtes également le porte-parole de la BAS, c'est la Brigade anti-sardinard de France, et vous sortez d'une réunion à Bruxelles, les États généraux de la BAS. De quoi s'agissait-il dans cette réunion? Alors, ça fait pas mal d'années qu'on lutte et il était question de faire une sorte de bilan et de mettre tous les camarades ensemble autour du projet qui est le nôtre, hein, qui vise à installer au pouvoir au Cameroun pour la première fois de son histoire un président issu du vote populaire, issu de la légitimité populaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés à Bruxelles avec les camarades pour essayer de mettre une feuille de route, réfléchir sur l'approche de la BAS à la veille, n'est-ce pas, des élections présidentielles. On a passé un très beau moment à Bruxelles. On a fait un travail formidable. Et puis, quels sont ceux qui participaient à ces regroupements, à cette rencontre? C'était des camarades de lutte, la BAS, hein, il y a un démembrement. Je dis dans chaque pays, il y a une BAS des États de l'Angleterre, UK. On a également la BAS Belgique. On a également une autre BAS en France, évidemment. Donc voilà, ce sont ces différentes BAS, ces entités qui se sont mises ensemble, pas toutes, bien sûr, mais ce sont ces entités-là qui se sont mises ensemble, n'est-ce pas, pour essayer de voir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre en place, parce qu'il faut être, n'est-ce pas, nous mettre en rang de bataille à l'approche des élections présidentielles, qui est un tournant historique, n'est-ce pas, pour le Cameroun, notre pays. Parlons de cette BAS, justement, dont la définition fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes présenté au Cameroun, votre pays, comme étant une organisation terroriste. Est-ce que vous êtes une organisation terroriste? Comment vous définissez la BAS? Alors, c'est tout sauf une organisation terroriste. Le qualificatif que l'État du Cameroun ou les membres du gouvernement du Cameroun donnent n'a aucun sens. Et encore une fois, c'est un manque de respect pour les Camerounais de la diaspora que nous sommes. Et ça démontre encore ici ce manque de respect, ce mépris qu'ont les dirigeants de notre pays pour nous autres pauvres Camerounais. Ce sont des qualificatifs qui sont quand même, qui partent des actes justement, que la BAS a dû poser jusqu'ici. Justement, quand on est dans un état de non-droit, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut. Il est important de rappeler ici que nous sommes une organisation légale reconnue par l'État français qui ne nous a jamais traité d'organisation terroriste. Mais de quel droit voilà, ils peuvent se permettre comme ça de nous traiter de terroristes? Est-ce qu'il est normal qu'un gouvernement traite ses propres enfants de terroristes? C'est là la question la plus importante. Est-ce une organisation des Camerounais à l'étranger légalisée
en France ou une organisation des Français légalisés en France? Je n'ai pas très bien compris le Vous sens comprenez de la ma question parce que beaucoup de natifs du Cameroun et d'Afrique ont la nationalité française désormais. Est-ce que vous avez été enregistré comme une organisation de ressortissants camerounais en France? Évidemment, c'est une organisation des ressortissants camerounais qui n'a rien à voir avec les Camerounais, même s'ils ont, pour certains, la nationalité. L'écrasante majorité n'a pas cette double nationalité. Et encore, ça pose c'est l'un des problèmes du gouvernement camerounais et qui démontre à suffisance le manque de respect qu'ils ont pour les Camerounais de la diaspora que nous sommes. Ils sont nombreux au gouvernement camerounais à avoir des passeports américains, français, anglais et tout ce que vous voulez, mais nous ici n'avons pas le droit, n'est-ce pas? Simplement parce que nous sommes de cette couche de la population camerounaise qui n'est pas aisée, qui n'a pas ces avantages comme ceux qui sont au gouvernement, qui jouissent, n'est-ce pas, de tous ces avantages-là et qui se moquent de nous, encore une fois. Ça, c'est un problème important au Cameroun qui date d'ailleurs de 1968. Donc, c'est pas le fait de Biya, même s'il a entretenu cela pendant très longtemps. Les Camerounais ont le droit d'avoir pas seulement même la double nationalité, mais la plurinationalité. Et ça fait partie des projets, n'est-ce pas, que la base, que les militants camerounais plus globalement en diaspora portent, n'est-ce pas, sur la table de ce régime-là en leur disant, voilà, ça fait partie de nos problèmes, des difficultés que nous rencontrons. Être stigmatisé comme ça par notre gouvernement, ça n'arrange pas la situation, surtout que nous sommes dans une période très importante, très trouble de notre pays. Maître Sikadi, vous dites être vu par le gouvernement français comme une association légale. Évidemment. Vous êtes vu par l'État du Cameroun et par beaucoup d'autres Camerounais comme étant une organisation terroriste. Mais dites-nous, quelles sont les missions statutaires de votre association? La mission est très simple. Nous sommes une organisation qui vise, n'est-ce pas, dans un premier temps, à sensibiliser le maximum des Camerounais. Et nos actions, n'est-ce pas, sont évidemment en diaspora, la quasi-totalité, puisque nous vivons ici. Ça peut être en France, en Belgique, aux États-Unis, peu importe. Mais à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous avons la chance, n'est-ce pas, de pouvoir sensibiliser au-delà de l'Europe ou l'Occident en général. Donc, le message que nous portons ici en tant qu'association, c'est de dire à ce régime-là qu'il y a des Camerounais qui sont non seulement en souffrance ici, mais qui sont également en très grande souffrance dans notre pays. C'est-à-dire qu'il est question de mettre fin ici à la guerre dans les régions anglophones. Il est question de trouver du travail pour les jeunes Camerounais qui meurent nombreux dans Est-ce la mer. Est-ce que vous voulez dire que vous vous donnez pour mission de mettre fin à la guerre? Non, parce que la question préalable est de savoir quelles sont les missions statutaires de votre association. Nous faisons, n'est-ce pas, nous ne faisons qu'exposer les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc, la mission ici, en tant que brigade anti-Sardina, c'est de porter ce message puissant au peuple camerounais qui se battra pour sa libération. Parce que le régime en place actuel est un régime sourd qui refuse de nous écouter. Et donc, après, je comprends qu'il y ait des gens de ce gouvernement qui nous traitent de terroristes, d'organisations violentes et tout, mais il n'en est rien. Je pense que ce régime est très violent et même dans sa nature a été conçu, n'est-ce pas, pour je ne sais pas si je vais dire tuer, mais ce qu'on voit dans les régions anglophones, tout simplement, du Cameroun est inacceptable. Donc, ce n'est pas nous les terroristes, c'est plutôt ce gouvernement-là qui a assassiné des femmes avec bébés dans le dos. C'est ce régime qui a causé la grande guerre dans les régions anglophones. C'est ce régime qui ne se bat pas pour l'insécurité dans notre pays. C'est ce régime qui affame les populations. C'est ce même régime qui pousse les enfants camerounais à prendre le risque dans le désert, dans la mer, et qui meurt. Encore l'autre jour, on a eu sur 40-45 morts une quinzaine de Camerounais. Pourquoi ces enfants meurent dans la mer? Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, les différents problèmes que nous mettons sur la table en disant au gouvernement, voici ce que nous proposons. Sortons donc de cette pour sortir de la situation actuelle et nous mettre, n'est-ce pas, ensemble en tant que fils d'un même pays pour bâtir ensemble ce nouveau Cameroun que nous voulons. Et ça passe par le changement à la tête du Cameroun. En aucun cas, la brigade anti-Sardina pense qu'on peut construire ce futur-là avec le président en place qui s'appelle Paul Biya et qui a 92 ans, donc 43 au pouvoir.
Alors, si vous vous définissez donc comme une force de proposition ou bien une force de plaidoyer, comment comprendre que vous vous retrouviez à des actes euh, aussi violents que ce que l'on a vu en 2018 dans les ambassades, ou alors tout récemment, En 2018, on a été violent contre qui, vous pouvez me dire? des actes, j'ai dit des actes violents, par exemple, la Oui, prise d'assaut de l'ambassade, la prise oui, d'assaut c'était contre. des institutions de représentation diplomatique. Euh, D'accord. et puis, des autorités, des personnalités publiques camerounaises ont été victimes des actes, certes, euh, portant des messages que l'on peut comprendre, mais des actes quand même perçus comme des actes de violence. Alors, je voudrais que vous fassiez un peu le pont qu'il y a entre la force de proposition que vous voulez être, Je ne sais pas la pourquoi force de vous plaidoyer. insistez, je ne sais pas pourquoi vous insistez sur cette force de proposition. Il n'y a pas que, il n'y a pas que ce volet-là. Il faut bien rappeler que s'il faut à un certain moment aller un peu plus loin, au-delà de la simple proposition, nous voulons discuter en tête à tête, nous voulons, n'est-ce pas, à un certain moment, il faut bien comprendre que s'il faut bousculer ces gens, nous sommes prêts à le faire, comme nous l'avons fait d'ailleurs à Genève en allant rappeler au président Paul Biya qu'il n'était pas possible de venir dépenser 60 millions de francs CFA en Suisse à l'hôtel intercontinental à Genève tous les jours. Nous avons été nombreux là-bas à dire retournez au Cameroun, vous soignez, retournez au Cameroun, vous occupez des populations camerounaises qui meurent. Je ne sais pas si, quand vous parlez de violence ici, ce qui se passe dans les régions anglophones depuis 2017, ce sont des violences inouïes. Ce que nos mamans subissent dans les hôpitaux au Cameroun en allant accoucher, non seulement elles meurent, on laisse leurs enfants mourir par manque de couvreuse, c'est beaucoup plus violent que la simple farine ou de la tomate qu'on verse sur un membre du gouvernement de passage en Occident. Vous pouvez Est-ce que bien... c'est une posture statutaire? Voilà ma question, je la repose encore. Est-ce que ce sont des dispositions statutaires de votre association, reconnue par le gouvernement français, que de répondre à la violence que vous décrivez au Cameroun par la violence sur le sol français? Non, je ne sais pas pourquoi vous insistez encore une fois dessus sur le mot violence. Vous ne voyez pas nos griefs que nous avons contre le régime, vous insistez sur la violence. J'ai envie Non, de nous vous n'avons pas rappeler. à voir, nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre, nous n'avons pas à voir. Et nous voulons comprendre, c'est pour ça que nous avons cherché à vous rencontrer, Bertrand Sekadi, c'est pour comprendre un peu quel est le mode de fonctionnement de la base. Nous ne voyons pas et nous ne jugeons pas. Nous sensibilisons, ça fait beaucoup d'années que nous sensibilisons. J'ai insisté sur ce point-là dès le départ en parlant de sensibilisation. Nous portons des messages pour le peuple camerounais qui se bat pour sa libération. Nous faisons beaucoup dans ce sens-là. Nous rencontrons, nous faisons également dans le lobbying, c'est-à-dire qu'en rencontrant les organisations, elles peuvent être des organisations internationales, elles peuvent être des organisations locales ici, en leur disant voilà exactement ce que vit notre peuple, voilà ce que subit notre peuple. Donc, il n'y a pas que cet aspect-là. Je rappelle une chose, vous croyez que en tant que membre de la brigade anti-Sardina, quand nous sommes chez nous, une fois qu'on a terminé de faire ce qu'on fait, vous croyez que nous sommes contents de voir des images, par exemple, qui peuvent être des images, disons, violentes? Vous croyez que nous, en tant que citoyens camerounais, nous sommes contents de cela? Vous croyez vraiment que quand on se couche sur notre lit le soir, on est content d'une telle chose? Mais justement, cela arrive parce que vous avez des gens qui refusent de nous écouter. Au lieu de nous écouter, ils nous traitent de terroristes, de sans-papiers, de voyous, de bandits. Il n'est en aucun cas écrit dans nos statuts en tant que brigade anti-Sardina que nous allons aller nous en prendre aux gens de façon violente. Mais nous portons des revendications et nous voulons être écoutés. Mais s'ils ne veulent pas nous écouter, ça peut évidemment arriver que, et ce qui est en train de se préparer en ce moment, c'est ce qui va arriver bientôt, les élections c'est pour bientôt, mais s'il faille peut-être passer par là pour résoudre le problème au Cameroun, nous n'allons pas hésiter à le faire. Donc, il ne faut pas penser qu'en insistant sur le mot violence, c'est ce qui fait peur à la brigade anti-Sardina. Bertrand Sekadi. Pour beaucoup d'ailleurs, laissez-moi juste terminer s'il vous plaît, pour beaucoup d'ailleurs, nous sommes bloqués en diaspora. Par exemple, moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus de passeport. Ça fait 7 ans pratiquement que je suis en exil. Il y en a qui sont en exil, ça fait 30 ans. Vous croyez que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont encore à paître?
quand certains n'ont même plus moyen de travailler parce qu'ils ont été, comment dire ça, leur passeport a été confisqué par des gens les dirigeants qui sont ici dans des ambassades. Vous croyez vraiment que ça fait plaisir cela? Et vous croyez que si ceux-là se lèvent demain pour se battre pour leurs droits, vous voyez, les gens, ils vont plus tard dire que non, ceux-ci sont des gens violents, c'est des gens ceci, c'est des gens cela. Non, 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 il ne faut pas prendre la chose dans ce sens. Il faut comprendre que nous sommes des enfants en quelque sorte déshérités, ces enfants-là abandonnés par le régime, et nous avons des droits en tant que Camerounais vivant ici en Occident de réclamer telle ou telle chose. Le Cameroun n'appartient pas à la clique qui est au pouvoir, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est notre droit. Et quand je dis ceci, nous ne sommes pas les gens les plus à plaindre. Hein. En diaspora, nous avons tout ce qu'il faut pour nous. Hein. Donc, il faut comprendre aussi cette dimension, n'est-ce pas, non seulement patriotique, mais aussi de générosité. Parce que pour la plupart ici, nous n'avons pas faim. Nous avons tous un domicile au moins. On a un travail, on a le minimum qu'il faut. On a l'assurance maladie, on a tout le reste. Mais nous nous battons parce que nous voulons qu'il y ait les mêmes choses, les mêmes conditions dans notre pays, le Cameroun, et que ça profite à tout le monde et non à ceux-là qui nous mentent, comme le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui a dit que le Cameroun avait les meilleurs plateaux techniques et qui, lui, ne se soigne jamais au Cameroun, se soigne à l'étranger ainsi que les membres de sa famille. Et tout le gouvernement camerounais fonctionne de la même façon. Mais si vous avez construit les hôpitaux de référence au Cameroun, pourquoi vous ne vous soignez pas dans ce pays? Pourquoi vous venez vous soigner en Occident alors que vous aurez pu faire mieux dans votre pays ou sinon pareil dans votre pays? Bertrand Sikadi, alors je comprends bien que vous présentez, là-bas se présente comme le porte-parole des populations camerounaises victimes des injustices sur le sol camerounais, mais votre lutte se passe en France et vous dites que vous voulez vous faire écouter. Alors, ma question, celle qui va suivre, est de savoir quelles sont des approches, quelles sont des initiatives que vous avez prises jusqu'ici pour être écoutés et comment est-ce que cela s'est soldé? Racontez-nous. Alors, il faut savoir que il ne s'agit pas seulement, la démarche ne doit pas seulement venir de nous aussi. Il faut comprendre que ces gens qui sont là-bas, qui travaillent pour le gouvernement camerounais, ils travaillent pour le peuple camerounais. Et donc, quand il y a des enfants mécontents, des enfants du Cameroun mécontents, c'est à eux aussi, en quelque sorte, de nous inviter pour nous écouter. Il ne faut pas penser que c'est à nous d'aller les supplier. Ce que nous faisons, c'est de droit, parce que nous sommes citoyens camerounais. Le Cameroun ne leur appartient pas. Est-ce que vous êtes en train de dire, permettez Bertrand, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas officiellement essayé de discuter avec le gouvernement camerounais sur toutes les questions que vous aviez évoquées? Il y a eu des échanges, il y a eu des échanges dans le sens où on peut pas dire clairement que il y a eu certainement des courriers qui ont été envoyés sur telle ou telle situation où on interpelle le gouvernement du Cameroun à travers l'ambassade qui est ici en leur disant voici telle ou telle situation. On peut les interpeller, mais il n'y a jamais eu de tête-à-tête, n'est-ce pas? Ils ont été suffisamment interpellés, hein, que ce soit sur les problèmes de la crise anglophone, que ce soit sur le rejet de la diaspora à travers l'interdiction de la double nationalité, que ce soit sur l'insécurité ou un certain nombre de problèmes au Cameroun. Également, même sur le traitement des Camerounais dans les différentes représentations diplomatiques en diaspora, la façon dont nous sommes traités quand nous arrivons dans nos ambassades, n'est-ce pas? C'est un véritable problème et nous avons toujours dénoncé cela, mais à être sur la même table, n'est-ce pas, avec les dirigeants camerounais ici de la diaspora, ou du moins les représentants du gouvernement camerounais ici, nous sur la même table, n'est-ce pas, en tant que brigade anti-Sardina, ça n'a pas encore eu lieu jusqu'ici. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion en tant que fils, n'est-ce pas, du même pays, fils du Cameroun, d'être sur la même table ronde, parce que ce soit les guerres, hein, excusez-moi, ça finit toujours sur une table ronde. Hein, et l'objectif ici, c'est que plus tard, on ait cette possibilité, n'est-ce pas, de remettre un certain nombre de choses en place. Mais il faut que ceux qui sont de ce gouvernement soient à l'écoute. Et c'est malheureusement ce qui n'existe pas jusqu'ici. On reçoit de leur part mépris. Mépris et encore mépris.
Maître Ansikadi, je rappelle que vous êtes l'auteur de Folie et calvaire des migrants. On parlera de votre ouvrage, mais en tant que porte-parole de la BAS, vous nous intéressez à plusieurs titres. La BAS a passé un message tout récemment à la responsabilité d'Elecam et notamment son directeur général. C'est un message qui circule sur les réseaux sociaux et le message est adressé à Elecam et vous insistez sur le directeur général. Est-ce que vous pouvez nous donner la quintessence de votre message? Qu'est-ce que vous demandez précisément à Elecam Cameroun? C'est aussi simple que cela, la publication de la liste électorale nationale qui permettra, n'est-ce pas, à tous les Camerounais qui sont inscrits de vérifier effectivement si sur les listes, sur cette liste nationale, il y a leur nom, de vérifier qu'il n'y a pas de doublons, de vérifier que tout se passe bien et qu'on ira à une élection présidentielle en sachant les différents acteurs qui seront sur le terrain. Or, pour l'instant, le régime en place a toujours fonctionné comme ça, en autarcie, hein, c'est-à-dire que c'est dans l'entre-soi au sein de l'ECAM qui n'est rien d'autre qu'un instrument du RDPC, comme on le sait tous. Raison pour laquelle nous avons donc décidé de nous rendre à Munich, en Allemagne, dans quelques jours, le 28, pour encore une fois rappeler à M. Essousset qu'il doit faire son travail et rien que son travail et non être aux ordres du RDPC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Pourquoi vous en appelez à la responsabilité individuelle de M. Essousset? Justement parce qu'il est celui qui incarne cette institution, en plus, n'est-ce pas, des autres. Et nous l'interpellons. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, il a des mains liées d'une certaine façon. Et donc, nous savons que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il reçoit évidemment des ordres du RDPC. Je voulais insister sur la manifestation de Munich le 28. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise allemande, du nom de Veridos, qui a reçu une somme de 8 milliards de francs CFA pour aider le Cameroun dans cette ambition-là, n'est-ce pas, dans ce projet de falsification des votes, des élections qui arrivent dans quelques mois. Et donc, le RDPC, encore une fois, a mis sa machine de fraude en route, comme il l'a fait en 2018 avec les faux observateurs de Transparency International, avec toute la fraude qu'on connaît, avec toutes les preuves qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous nous battons pour que cela n'arrive pas en 2025. Cette fois-ci, nous allons nous battre. Encore une fois, nous allons tout donner en tant que brigade anti-Sardina pour que, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, que celui qui arrive au pouvoir, qui soit installé, soit issu de la légitimité populaire. Voilà notre objectif pour l'instant, nous concentrer sur les élections présidentielles qui arrivent. Et donc, quand ça commence comme ça, avec déjà des entreprises complices, avec, vous avez vu hier, le rétropédalage d'Orange qui refuse d'ouvrir un compte, n'est-ce pas, à un parti politique de l'opposition qui est très impliqué dans cette élection. Et tout ça, vous voyez très bien que la machine de fraude, n'est-ce pas, est en train de se préparer. Et là, c'est sur tous les points. La fraude électorale, ce jour-là, dans les urnes, les entreprises extérieures qui vont, n'est-ce pas, jouer ce rôle-là de complice, et tout ce qui est en train de se mettre autour, c'est pour que le moment venu, encore une fois, la machine du RDPC fraude aux élections. Et cette fois-ci, nous rappelons tout simplement que ça ne se passera jamais comme en 2018. Alors, vous militez, à vous entendre, vous militez pour des élections libres et transparentes. Des élections à laquelle, notamment l'élection présidentielle, laquelle prendra part des partis politiques en dehors du RDPC, le MRC, certainement déclare devoir présenter un candidat, même si cela est la cause aujourd'hui de plusieurs débats. Le PCRN, le SDF, le Social Democratic Front et bien d'autres partis politiques vont donc entrer en lice pour cette élection présidentielle. Mais pour qui travaille la base? Lorsque vous vous déployez énergiquement comme on le voit, est-ce que c'est pour un parti politique précis ou alors c'est simplement pour la bonne marche de la démocratie? On commence par une chose et je commence par la fin. La brigade anti-Sardina se bat pour la bonne marche tout simplement de la démocratie.
Mais maintenant, vous ne pouvez pas empêcher qu'à l'intérieur de la base, il y ait des gens qui aient plus cette sensibilité pour le président Maurice Kamto, ou bien pour Joshua Rossi, ou bien pour Cabral, peu importe. Mais il faut dire que majoritairement… Est-ce qu'il y a cette liberté-là au sein de la base, que chacun peut suivre son candidat? Évidemment. Y compris le candidat au pouvoir? Mais il y en a qui ont été avec nous, d'autres qui sont peut-être encore là, qui sont… et j'ai bien envie de rappeler ici, hein, en dehors de tous les visages que vous connaissez, la base, hein, c'est un état d'esprit. Hein, tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en cœur avec nous et qui se battent, n'est-ce pas, pour le changement au Cameroun, appartiennent évidemment à la brigade anti-Sardina. C'est ce que nous disons depuis des années ici. Donc, c'est pas parce que nous sommes cette face visible-là que ceux qui sont derrière ne sont pas forcément de la base. Mais pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui est du changement, le RDPC est pour le statu quo. Donc, on ne peut pas être en même temps de la brigade anti-Sardina et dire qu'on est du RDPC. Ce n'est pas possible. Alors, nous ne sommes pas dans des demi-mesures. Nous nous battons pour que il y ait des élections libres et transparentes. Et l'adversaire que nous avons en face est clairement le RDPC. Il ne faut pas passer chercher midi à 14h. Il ne faut pas qu'on soit dans des débats dans le politiquement correct. Je dis ici les choses de façon très claire. Nous sommes pour l'avènement de la démocratie au Cameroun. Ça passe par les élections libres et transparentes. Et la brigade anti-Sardina n'a aucun lien. Nous ne recevons d'ordre de personne. Je comprends déjà dans quel sens vous voulez aller parce qu'il y a beaucoup qui ont souvent parlé du MRC, de la brigade anti-Sardina comme étant le bras armé, n'est-ce pas, le bras armé du MRC. Il n'en est strictement rien. Ou alors, si vous voulez, ceux qui le disent, c'est à eux d'apporter les preuves. Mais jusqu'ici, ils n'ont aucune preuve. Nous nous battons de façon, n'est-ce pas, autonome et nous voulons ce changement-là. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des sensibilités, par exemple, pour le président Maurice Kamto, et je ne vois pas en quoi ça devrait poser problème. Eh bien, Bertrand Sikadi, revenons un peu sur vous. C'est une interview à bâton rompu, bien entendu. Vous êtes aujourd'hui auteur d'un ouvrage qui raconte le parcours des migrants. Mais parlons de vous, Bertrand Sikadi. Comment est-ce que vous vous retrouvez en exil? Racontez-nous. Alors, je pars du Cameroun, hein, comme beaucoup de jeunes. Quand je parle encore quand je reviens, n'est-ce pas, sur ce parcours-là, à chaque fois, ça m'attriste parce que ça ne s'est pas arrêté. Tout au contraire, ça a finalement décuplé, si on peut le dire ainsi. Ces derniers temps, on a encore les Camerounais, je le disais tout à l'heure, qui sont morts dans la mer. Il y en a hein, qui meurent aussi dans le désert, ils sont nombreux. Il y en a même d'ailleurs qui parviennent à arriver sur le sol européen et qui sont complètement détruits de l'intérieur. Malheureusement, ça continue. Donc, je pars de là, très jeune, je crois, j'ai 23 ans à l'époque, et je me jette comme ça dans le vide du Cameroun progressivement jusqu'à arriver à Paris, finalement. Qu'est-ce qui vous fait partir du Cameroun? Est-ce que vous êtes pourchassé? Est-ce que vous êtes poursuivi? Est-ce que votre vie est en danger? Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi vous quittez le pays? Non, je ne suis pas en danger au Cameroun. Je ne suis pas poursuivi du tout. Le problème, c'est le même. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on ne comprenait pas ce que les autres ont appelé des réfugiés économiques et autres. Les gens aspirent à mieux. Les gens, quand ils vivent, ils ne veulent pas rester dans des situations de misère extrême comme on peut voir partout au Cameroun. Non, les gens aspirent à mieux. Et donc, non, je ne suis pas parti d'un Cameroun qui était en guerre. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi il y a autant de Camerounais à l'étranger? Parce que dans le contingent aujourd'hui de migrants qui arrivent sur le sol européen, vous avez beaucoup de Camerounais. Donc, la question ici n'est pas forcément de savoir si on fuyait une guerre ou quoi, mais la question est de savoir, mais pourquoi ces jeunes-là quittent aussi on parle de votre parcours à vous. Alors à travers votre situation, on comprendra, Bertrand Sikadi, à travers on comprendra peut-être le reste, mais je m'intéresse à votre parcours maintenant, à vous-même. Quelles sont les circonstances immédiates qui vous poussent à quitter, à décider de prendre la route? C'est ce que je viens de dire, la recherche d'un avenir meilleur. J'avais, après l'université, essayé de trouver des petits boulots. Je n'ai pas pu.
Je me suis retrouvé à travailler dans la plantation de bananes pour un salaire à peine de 50 euros. Je me suis débrouillé à livrer des parpaings, je me suis livré voilà, je me suis jeté dans des petits boulots pour pouvoir survivre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, dans ce pays, je n'ai pas un avenir. D'autant plus que ceux, d'ailleurs, qui étaient allés à l'école, qui avaient obtenu des licences, des masters, étaient au quartier avec nous et qui n'arrivaient pas à avoir un emploi. Je me suis dit, je suis jeune, certainement, il va falloir que j'essaye autre chose. Et en mettant toute ma force et mon énergie, si un jour j'arrive en Europe, j'aurai un avenir meilleur. Et donc, voilà, cette motivation-là, étant l'aîné d'une famille de 6 enfants, je me dis, il va falloir que j'essaye de me mettre à l'abri pour pouvoir aider les autres, les tirer vers le haut. Ça a marché pour moi, mais l'essentiel, c'est pas ça, c'est surtout de revenir sur le reste et se demander que deviennent les autres. Et vous partez en quelle année et par quels moyens? Par la route, tout simplement, des parcours à pied, des parcours en voiture. Je pars du Cameroun le 20 octobre 2011. Je passe par le Grand Nord Cameroun, Yaoundé, voilà, je vais à Gaoundéré, et puis je continue, je me retrouve au Nigeria. Le Nigeria, je vais au Niger, et par la suite l'Algérie, le Maroc, où j'ai fait plus de 2 ans et multiples tentatives. Et finalement, j'arrive en Europe le 12 août 2014 par Melilla, Tarifa, donc la première ville espagnole, juste en face de Tanger. Donc, on était parti avec des zodiacs, ce que les Espagnols appellent les pateras. On était parti comme ça, un peu comme vous voyez dans le Ngondo au Cameroun. Un peu comme des pêcheurs voilà, sur vos riz. En pagayant comme ça, et puis on a été repêché par la Guardia Civile espagnole qui nous avait amené côté espagnol. Je crois que s'il n'était pas arrivé ce jour-là tôt, il y aurait eu beaucoup de morts, parce que quand on partait des côtes au départ, tout se passait bien, et en quelques minutes, quand on était en plein mer, la température, comment dire ça, le climat a complètement changé. Il y a eu un vent assez violent qui a d'ailleurs renversé le Zodiac et quelques camarades. On a pu remonter à l'intérieur pour repartir. Donc, le tout est retracé voilà, dans le livre Folie et Calvaire des migrants, qui retrace non seulement mon parcours, mais surtout aussi celui de mes camarades, parce que je ne l'ai pas fait seul, le parcours. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce parcours difficile qui a déterminé votre engagement au sein d'un mouvement comme la BASS? C'est pour nous dire un peu quels sont vos débuts dans ce mouvement, la BASS, comment vous vous retrouvez dans ce mouvement? Alors, il faut rappeler que pour rejoindre un mouvement comme la BASS, il faut avoir le minimum de conviction, c'est-à-dire que être quelqu'un qui sait se mettre du bon côté de l'histoire, c'est quelqu'un qui est pour la veuve et l'orphelin. Et donc, depuis le Cameroun, j'ai toujours été quelqu'un qui était pour la justice. Ayant connu ce parcours-là, une fois arrivé ici, c'était pour moi complètement naturel que je m'engage dans les mouvements au sein de la BASS, mais bien avant la BASS, parce que la BASS, c'est à partir de 2018 avec les élections présidentielles. Mais même quand je suis arrivé ici en 2016, déjà, j'essayais à partir des mouvements panafricains. J'étais déjà dans des manifestations, notamment quand les Africains ont été faits esclaves en Libye à l'époque, c'était en 2017, 2016, j'étais déjà dans les mouvements panafricains, mais progressivement, je me suis rabattu, beaucoup plus concentré sur le Cameroun à partir de 2018 avec les élections présidentielles. Et donc la BASS va naître quelques temps après, et j'y adhère tout simplement. Je vais dire, c'est nous qui mettons le mouvement en place. Tout commence le 7 octobre 2018 devant l'ambassade du Cameroun à Paris, qui est une date historique. Pourquoi? Parce que le même jour, c'est le jour des élections présidentielles, et puis c'est le déclenchement de tout, n'est-ce pas? Est-ce que si je comprends bien, c'est de votre propre gré, c'est vous qui allez vers ce mouvement, c'est vous qui demandez à y adhérer, ou alors vous en êtes l'un des fondateurs? Racontez-nous un peu comment se fait le contact avec la BASS en tant qu'association. On comprend que vous avez très vite, vous êtes très vite rangé aux côtés des
des activistes panafricains sur la place parisienne. Mais de là à se retrouver au sein d'une organisation comme celle de la BAS, il y a certainement eu un déclic, il y a certainement eu un déclic, un moment de décision. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment ça se passe et quels sont les acteurs qui interviennent à votre intégration dans ce mouvement? J'ai dit que tout a commencé à partir des élections présidentielles. C'est-à-dire que je suis allé vers le mouvement. Non. Je dis encore est-ce que vous êtes contacté, est-ce que vous êtes invité, contacté pour prendre d'assaut, ou alors vous décidez d'y aller tout seul? Invité pour prendre d'assaut, vous avez dit? Ou prendre part à la manifestation devant l'ambassade? Pas du tout. Je ne suis pas invité. Je veux dire, je dis ici que c'est nous qui mettons le mouvement en place. Le bébé qui s'appelle la BAS est né, c'est nous qui mettons le bébé au monde, en fait. Donc, je ne suis pas un invité qui vient se joindre à un mouvement qui est déjà en cours. Non, c'est nous les pionniers de la brigade anti-Sardina. Et donc, personne ne m'a évidemment invité à l'intérieur. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis quelques minutes. Ouais. Et mais cette brigade la suite de votre question, est-ce que vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? C'était de comprendre, enfin, l'essentiel pour moi était de comprendre comment vous intégrez la BAS. Je crois que là, c'est compris. Vous êtes membre fondateur de la BAS. Voilà. Et aujourd'hui, vous en êtes le porte-parole pour la BAS Paris. C'est bien ça. Et la BAS française. Dites-nous aujourd'hui, ce mouvement de la BAS a connu quand même beaucoup de remous à l'intérieur. Beaucoup de personnalités, des visages ont parfois manifesté leur désolidarisation. Parfois, il y a eu des querelles internes qu'on a vécues sur la toile. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement si de nos jours, au jour d'aujourd'hui, la BAS, dont vous êtes le porte-parole, est un mouvement uni? Oui, on peut le dire. Pourquoi? Parce que on a pris le temps de travailler sur nos propres contradictions, sur nos propres lacunes, et nous avons finalement compris, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que l'urgence, le plus important était de se mettre, n'est-ce pas, ensemble. Et je pense que nous y sommes. Nous avons pu taire nos querelles, nos dissensions internes, et nous formons aujourd'hui un bloc solide, n'est-ce pas, pour aller à ces élections présidentielles. Parce que ce qui nous importe, ce qui nous intéresse le plus encore, c'est la libération du peuple camerounais. Mais maintenant, je peux comprendre qu'au sein de la brigade anti-Sardina, il y ait quelques malentendus, quelques dissensions, et qu'il y ait parfois des gens qui ne s'entendent pas. Ça existe dans toutes les organisations. Ce n'est pas le propre de la BAS, ça existe dans le gouvernement camerounais, ça existe au sein du RDPC, ça existe dans le SDF, ça existe, je ne sais pas, dans les associations de la société civile, ça existe partout. Donc, ce n'est pas une affaire de la BAS. Encore, il faut comprendre aussi que nous sommes nombreux au sein de la brigade anti-Sardina à ne pas avoir une grosse expérience politique. Il y en a bien sûr qui sont des calibres, qui s'y connaissent très bien, qui ont 20 ans, 30 ans de lutte, mais pour la plupart que nous sommes des jeunes qui arrivons avec cette fougue, avec cette rage, et puis ça peut arriver qu'il y ait des petits clashs, mais ça ne veut pas dire que... Et ce qui a toujours fait notre force en tant que brigade anti-Sardina, c'est que on peut avoir nos petits querelles, des choses comme ça, mais quand il s'agit de se mettre ensemble contre le gouvernement illégitime, le gouvernement criminel qui est en place, nous formons un bloc, tout simplement. Vous considérez comme une organisation de la société civile ou bien une organisation politique? Une organisation de la société civile, évidemment, qui a un penchant, évidemment, politique, oui. Pourquoi pas? Les actions de la base visent le changement, et ce changement-là, ça passe par la politique, évidemment. Au sein de votre groupement, notamment lors de l'Assemblée générale, les États généraux de la BAS qui sont tenus à Bruxelles, avez-vous revu votre mode d'emploi, vos méthodes d'action, ou alors on va vivre, comme par le passé, des actions que beaucoup qualifient de violentes à l'endroit des personnalités qui séjournent à l'étranger? Qu'est-ce qui va changer?
Nous nous engageons tout simplement, nous nous préparons à aborder ces élections présidentielles dans la sérénité, dans le calme. Nous nous battons pour que les choses se passent très bien, c'est-à-dire que chacun aille ce jour-là en toute conscience voter pour son candidat, que personne ne soit empêché à l'entrée, que le box, n'est-ce pas, le ballot box, là, comment ils appellent, que l'urne ne soit pas volée comme d'habitude. On a vu dans d'autres qu'il n'y ait pas de bourrage d'urne, que les choses se passent dans la transparence. Mais vous n'êtes pas au Cameroun. Comment allez-vous faire pour empêcher que les urnes ne soient bourrées, et si elles le sont, si elles veulent l'être? Oui, non, je parle de ce qui se passe en diaspora. Nous sommes ici et nous ne pourrons pas être ici et être en même temps au Cameroun. Nous allons nous battre ici sur place ce jour-là pour que les choses se passent dans la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bourrage ou détournement d'urne ou quoi que ce soit. Mais après, si le RDPC, comme d'habitude, et les CAM, avec le vol légendaire qu'on connaît, s'ils persistent dans la bêtise en croyant que 2025, c'est 2018 et qu'ils peuvent se permettre comme ça en public de frauder comme ils le font. On a vu des gens inscrits au Cameroun qui votent à Paris, commençant par le président du Sénat lui-même, Diane Difendi, qui avait voté ici à Paris, qui était inscrit au Cameroun, qui sont nombreux, qui ont la double nationalité et qui vont venir voter ce jour-là. Nous les attendons ce jour et on verra ce qui va se passer. Mais nous prévenons déjà que nous n'avons pas l'intention de laisser cette élection être volée par le RDPC. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que justice soit rendue au peuple camerounais qui a assez souffert de ce régime. On vous attribue des intentions d'insurrection au Cameroun. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette accusation? Pas du tout. Après, ils peuvent toujours inventer insurrection. C'est même d'ailleurs triste que ce gouvernement l'utilise parce que c'est justement ce que les colons ont utilisé hier contre nos parents en les traitant de subversifs. C'était le vocabulaire consacré à l'époque à ce genre de... C'est comme ça qu'on les qualifiait de toute façon. C'était des subversifs, c'était des maquisards. Bon. Aujourd'hui, ils continuent d'appeler leurs propres enfants des subversifs, des terroristes. On verra ce que ça va donner s'ils continuent comme ça à aller tout droit dans le mur sans toutefois écouter le peuple. Ils ont continué, ils ont toujours procédé ainsi pour ce qui s'est passé dans les régions anglophones. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une guerre fratricide dans cette partie et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais écouté. Ils n'écoutent que eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez un exemple palpable avec ce qu'on a appelé le grand dialogue, pas le grand dialogue national, mais le grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun, avec des acteurs clés qui sont en prison. Et on a organisé une chose qu'on a appelée le grand dialogue national, et le président lui-même était absent, alors que le palais se trouve à quelques minutes de lui, il était absent, et il y a eu un grand dialogue national. Encore une fois, c'est une insulte au peuple camerounais qui a assez souffert. Et nous ne comptons pas nous laisser écraser. Nous sommes de cette génération-là qui veut le changement au Cameroun. Et ce changement-là, ça passera par les urnes. Et nous nous battons pour cela. Et que les choses se passent voilà, de façon normale, de façon légale devant tout le monde, de façon claire pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais s'ils veulent, n'est-ce pas, faire comme en 2018, voler parce qu'ils ne savent que faire ça, voler. Le Cameroun est devenu aujourd'hui un État poubelle à ciel ouvert. La ville de Yaoundé, ville poubelle, Douala, ville poubelle, comme vous pouvez le constater. Il y a quand même des Camerounais pour vous dire que ce pays-là est très beau et que tout marche très bien. Mais sauf que nous avons une vision complètement différente. Et nous sommes très, très sensibles à la souffrance du peuple camerounais. Et si au lendemain d'octobre 2025, si au lendemain des élections, Paul Biya a été déclaré vainqueur de ces élections, que ferait la base? Pour l'instant, nous n'avons encore rien prévu, on y travaille. Mais une chose est sûre, la base agira. C'est aussi simple que cela, c'est tout ce que je peux vous dire. Et la base devrait agir en réalité contre quoi et contre qui en ce moment? La base agira, tout simplement. Bertrand Sikadi, on va peut-être finir cette entrevue, non sans vous demander quel est le regard que vous portez sur l'avenir de l'Afrique aujourd'hui, après non seulement des événements internationaux qui marquent aujourd'hui l'actualité nationale, comme celle de la prise de l'Ukraine, l'entrée en fonction de Donald Trump, et puis la naissance de l'AES,
avec ce vent révolutionnaire dans des pays du Sahel. Comment regardez-vous l'Afrique de demain? À quoi va-t-elle ressembler, ce continent noir? Une Afrique prospère, tout simplement. Une Afrique prospère, réconciliée avec elle-même. Une Afrique souveraine, parce que nous sommes dans une démarche de souveraineté vis-à-vis ça peut être des instances, des organisations internationales, ça peut être des crocs, n'est-ce pas, des multinationales occidentales, ça peut être, voilà, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'initiatives qui viennent de l'extérieur et qui visent, n'est-ce pas, à fragiliser le continent africain. Certes, hein, l'Afrique, c'est pas un continent hors du monde. Nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette humanité-là, et donc nous sommes naturellement impactés par tout ce qui peut avoir comme événement politique d'envergure, que ce soit aux États-Unis ou en Chine ou peu importe. Nous sommes concernés, mais toujours est-il que nous, en tant qu'Africains, jaloux de nos intérêts, nous sommes aujourd'hui sur une très bonne dynamique. Et on voit comment les choses sont en train de bouger. Si je peux dire un mot sur la France-Afrique, l'Afrique notamment, de l'aide culturelle, je vais dire l'Afrique francophone, linguistique plutôt, pas culturelle, francophone, voilà, était hier la chasse gardée, n'est-ce pas, de la France. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus le cas. De plus en plus, ces pays-là sont en train de se libérer de la tutelle, n'est-ce pas, de la France et bien sûr d'autres puissances occidentales. Je pense que cette Afrique-là, si on continue sur cette allure, avec une jeunesse africaine de plus en plus informée, une jeunesse africaine instruite, et des jeunes également qui prennent leur destin en main, comme on a vu dans plusieurs pays africains, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et puis, il y a également ceci que les gens ne disent pas beaucoup, il y a dans les pays du Maghreb aujourd'hui, excepté quelques pays, hein, il y a dans cette partie, c'est-à-dire que le Maghreb qui était hier le carrefour plutôt une zone de transit vers l'Occident, il faut aussi rappeler que oui, il y a des gens qui partent d'Afrique subsaharienne et qui vont s'installer aujourd'hui. Ça peut être au Maroc, où ils construisent une vie, ça peut être en Tunisie, ça peut être ailleurs aussi. Il n'y a pas que dans cette zone-là, dans cette partie du continent, des gens qui sont prêts à laisser leur vie dans la mer parce qu'ils vont en Europe. Cette Afrique-là est en train de grandir. Et on a tout intérêt, n'est-ce pas, à nous battre en tant qu'Africains pour les intérêts, n'est-ce pas, de notre continent. Donc, l'Afrique de demain, oui, sera forcément une Afrique prospère. Mais seulement, il va falloir commencer dès maintenant à mettre ces gens-là dehors, c'est-à-dire les vieux dictateurs, les régimes corrompus, les régimes génocidaires et tout le reste, voilà. Il va falloir qu'ils soient progressivement balayés pour laisser place, n'est-ce pas, à cette jeunesse-là ambitieuse, raison pour laquelle nous encourageons des jeunes Africains à prendre le destin, à s'engager en politique, à s'engager dans des mouvements militants, citoyens et autres, et ne pas avoir peur de ceux-là qui disent qu'ils sont apolitiques. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage Folie et calvaire des migrants, Bertrand Sigadi, paru en décembre 2020. Comment se porte votre ouvrage? Plutôt en mai 2020. En mai 2020. Voilà, l'ouvrage en ce moment, il est toujours disponible. J'essaye de temps en temps d'aller à la rencontre des Africains en général et même aussi des Français. Je suis en France, j'ai été souvent invité ça peut être dans des écoles, à donner aussi des conférences pour porter la cause des migrants. J'ai d'ailleurs créé une association, Agis dans l'urgence. J'ai essayé, n'est-ce pas, de discuter avec quelques organisations pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. J'essaye toujours quand je peux de soutenir au maximum. Et l'État aujourd'hui... Est-ce que vous soutenez? Ce sont des migrants que vous soutenez? Votre association, c'est pour quel but? Faciliter l'installation, l'intégration des migrants qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup qui arrivent et qui se retrouvent dans les rues, beaucoup qui étaient des gens normaux hier, finalement se jettent à la drogue, finalement se jettent et créent l'insécurité dans certains cas parce qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, ce drive-là qui leur permet de s'intégrer. Malheureusement, voilà, c'est pas dans le, c'est pas, non, l'association n'est pas là pour dire
à tous les migrants, à tous les frères africains, non, partez de là, videz le continent africain pour prendre ces risques-là, parce qu'une fois ici, vous serez bien accueillis. Mais ce que je vais dire, c'est que au bout d'un moment, oui, en tant qu'humain, quand on regarde des gens qui ont fait non seulement ce parcours très difficile et qui arrivent ici et se retrouvent dans la rue, humainement, c'est pas quelque chose d'acceptable. Raison pour laquelle on essaye, quand on peut, de se mobiliser pour aider, voilà, ceux-là qui sont dans le besoin. Ça peut être une couverture, ça peut être voilà, quelque chose à manger, ça peut être aussi les orientations dans des associations, d'autres associations d'aide aux migrants qui ont plus de moyens, des choses comme ça, voilà. Donc, il y a toujours ce côté de moi qui me parle, qui me touche beaucoup, même si malheureusement, je suis attristé quand je vois des ex-migrants qui, une fois arrivés en Europe aujourd'hui, en Europe, n'est-ce pas, soutiennent des dictatures africaines. Mais je vais m'arrêter sur le cas du Cameroun que je connais mieux. Nous avons aujourd'hui, il faut le dire, c'est triste de le dire, mais il faut le dire, beaucoup de Camerounais qui, une fois arrivés ici, sont aujourd'hui devenus des grands soutiens de Paul Biya. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, en tant qu'ex-migrant, pour empêcher vos frères africains de prendre le même chemin périlleux que vous avez pris? Voilà, la sensibilisation à travers ce livre. Et j'organise des directs. Ça fait beaucoup d'années que je suis sur la toile. Ça va bientôt faire 8 ans que je fais des vidéos quotidiennement. Je conseille. Il y en a d'ailleurs qui me contactent inbox, qui me demandent comment faire. Je leur dis toujours et toujours. C'est vrai que c'est une position quand même assez difficile parce que je suis passé par là. Je suis mieux placé pour leur dire quels sont les risques. Et eux aussi, ils s'informent, donc ils voient à la télé comment les gens meurent, ils voient, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux comment des migrants sont noyés, se noient dans la mer ou dans le désert, des gens, voilà, qui sont dans des situations d'extrême précarité, même une fois arrivés en Europe. Donc, chacun essaie comme il peut, mais je pense que les personnes les mieux placées pour témoigner, pour dire exactement, pour avoir un message plus touchant, et qui ont la légitimité d'ailleurs d'en parler, c'est à nous de témoigner, puisque nous sommes passés par là. Et donc, on essaye comme on peut, mais les moyens, évidemment, sont limités. Il faut des moyens d'État, il faut des gens, des organisations, certes internationales, qu'on se mette ensemble, mais il faut surtout que les dirigeants africains prennent, n'est-ce pas, leurs responsabilités pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette catastrophe-là qu'on voit dans la Méditerranée et dans le désert. Bertrand Sikadi, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue, faite à partir de Ottawa, au Canada, où vous êtes d'ailleurs invité pour présenter votre ouvrage le plus tôt possible. Je ne peux pas venir parce que je n'ai pas de passeport camerounais. Malheureusement. Il y a d'autres moyens. Refusé le passeport tout simplement parce que j'ai émis, n'est-ce pas, cette opinion-là, un avis différent, contraire, n'est-ce pas, au régime en place. Ça fait 3 ans que je n'ai pas de passeport. Et voilà comment l'État, le gouvernement camerounais méprise ses enfants. Eh bien, ce serait peut-être possible à travers des visioconférences. Merci beaucoup, Bertrand Sikadi, d'avoir accepté cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et très bonne soirée, très bon week-end. Merci. Salut à vous là-bas à Ottawa et au Canada en général. Salut. Éco Télévision, la tribune des territoires.